Bonjour à tous et bienvenue dans 3 films, une émission Cinésphère. Bonjour Benjamin et bonjour Guillaume. Bonjour, Bonjour. bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Ça Alors nous va. allons aujourd'hui nous allons avec le thème de Benjamin, pardon, qui avait proposé comme thème l'année 1988, qui est l'année de ma naissance, donc la meilleure année évidemment. Et avant de commencer, bien sûr, le débat des 3 films, je voulais vous lancer sur un petit sujet et je voulais vous demander quelle est pour vous un peu votre relation au cinéma et aux décennies par rapport au cinéma. Parce qu'il y a quand même cette sensation, donc là on a pris 1988 et il s'en ressort quand même une ambiance peut-être dans ces films-là, on en débattra après, mais qui fleure les années 80. Et du coup, est-ce que vous avez des décennies préférées ou des décennies que vous n'aimez pas dans le cinéma, etc. Dis-moi, Benjamin. Alors moi, paradoxalement, je suis donc plus jeune que toi, donc je suis né en 1991 et, euh, et pour le coup, je sais qu'il y a pas mal de films donc des années 90 qui ont vraiment été des films où là, pour le coup, j'étais enfant, donc il y a un côté où dans un premier temps, c'était vers ces films-là que j'allais quand je pensais à une certaine décennie qui m'a un peu initié au cinéma, mais entre guillemets, hein, c'était plus des trucs d'enfants, des dessins animés et tout. Mais c'est vrai qu'au final, maintenant étant adulte, c'est pas forcément une décennie qui me parle plus que ça. Les années 90, même au niveau c'était la grosse mode des actionneurs, enfin les trucs avec Stallone, Schwarzenegger et tout. J'aime bien, ça me fait rire et ça, voilà, j'adore Schwarzenegger et tout. Mais c'est vrai que c'est pas forcément une décennie où quand je le regarde, il y a des très bonnes choses dedans. Mais c'est vrai que même quand il y a des films que je voyais quand j'étais plus gosse et que je revois maintenant, ça me parle beaucoup moins, quoi. Là où par exemple les années 80, c'est de manière générale une décennie qui m'intéresse beaucoup et qui me plaît beaucoup. Donc de ce fait, les années 80 au cinéma me parlent également. Donc c'est pour ça que j'avais choisi cette année-là. Alors il y avait l'idée de choisir un film des années 80 avec une année 80. Et là, voilà, il y avait un film en particulier que j'avais envie de voir, donc je me suis dit autant joindre l'utile à l'agréable. Mais voilà, les années 80, c'est tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a, ce côté cool qui est un peu à la mode maintenant, mais à la Stranger Things et tout, mais qui me plaisait déjà avant que tout revienne avec des remakes et des trucs dans ces années-là et tout. Et après, du coup, pareil, je pense que c'est à partir de 2000 que là, pour le coup, j'ai grandi. Et du coup, il y a eu vraiment ce côté où j'ai commencé à voir des films en développant vraiment ma cinéphilie, plus que juste en étant un enfant qui regarde des dessins animés, quoi. Donc Et voilà. toi, Guillaume? Euh, c'est un peu comme Benjamin, sauf que moi, je pense plus que les années vraiment folles de Stallone et Schwarzenegger, c'était plus les années 80, je pense, plus que Ouais. les années 90. Après, c'est vrai que là où tu as raison, c'est que en fait, 80, c'est tous les chefs-d'œuvre de Stallone et de Schwarzenegger, vraiment des films excellents. Ouais. Les années 90, c'est un peu plus difficile. La période d'or de Schwarzenegger, c'est vraiment 84-94, c'est sur 10 ans. Et bah justement, moi je suis un grand fan de Schwarzenegger et de Stallone. C'est vrai que le cinéma des années 70, j'ai vu assez peu de films de cette période-là. Alors j'en ai vu énormément de cette période-là, mais en fait quand je les compare au nombre de films que j'ai vus sortis dans les années 80, 90, 2000 et tout, ça n'a rien à voir. Je pense que la première décennie que je connais vraiment bien niveau cinéma, c'est les années 80, que j'adore. Et ce que j'aime bien en fait dans les décennies comme ça, c'est qu'il y a plusieurs façons en fait de les voir. Il y a plusieurs genres de films typiques de ces années-là. Par exemple, voilà, moi tu me dis années 80, je pense direct, mais direct, genre à Commando. Tu vois, Commando avec Schwarzenegger, 1985, c'est en plein milieu. C'est le pur film des années 80 complètement décomplexé, ou Terminator, les trucs comme ça. Mais en même temps, les années 80, il y a le côté, je sais pas, par exemple, Die Hard avec Bruce Willis, qui est sorti en 88 aussi, je crois, d'ailleurs. Lui aussi, c'est un film assez différent, mine de rien, bah, tu vois, de Commando et tout. C'est plus le film d'action assez précurseur, quand même, hein, faut le dire.
Ouais, c'est ça, c'était un peu, c'est comme ça qu'il a été un peu. Enfin, maintenant, quand on parle de Die Hard, c'est un peu comme le renouveau de cette époque-là, d'un gars qui arrive, qui fait un film d'action, mais qui renouvelle quand même pas mal de codes et qui change pas mal de trucs. McTiernan est souvent réputé pour ça, quoi, avec Die Hard, d'avoir un peu changé les trucs et Ah bah, rafraîchi un peu, quoi. bah clairement, de toute façon, Die Hard, ça se sentait. Moi, tous les films que je regardais quand j'étais petit, parce que mon père m'en montrait beaucoup des années 80, je me souviens que Die Hard, il m'avait vraiment marqué, parce que je me disais, c'est un truc de fou à quel point il est... Enfin, il est moderne, quoi. Et je suis sûr que je le regarde, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je le regarde encore aujourd'hui. Piège de cristal, je suis sur le cul et je suis à fond dedans, quoi. Alors il a quoi? Il a 35 ans, un truc comme ça, 36 ans. Et pareil, il y a d'autres films dans les années 80, par exemple, les trucs genre Ferris Bueller, Stand By Me, c'est des trucs comme ça. Tout ça, enfin, il y a plein de genres différents. Donc les années 80, moi, ça me parle. Années 90, ça dépend. Parce que les années 90, il y a les trucs genre l'ascension de Jim Carrey, par exemple, que j'aime beaucoup. Bien sûr, il y a aussi des films comme Heat, True Lies, des trucs comme ça, pareil, assez précurseurs, je trouve, des années 90. Juste un peu Jurassic Park aussi, ou des trucs. Oui, comme ça. évidemment. Des petits films après, mais c'est normal que je l'ai pas cité, il est pas très connu. Mais il y a aussi un genre de film avec lequel j'ai beaucoup de mal, je saurais pas vraiment le définir. C'est le film. C'est terrible, ça fait vraiment vieille phrase de puriste rageux de merde, mais c'est vraiment le film que random mec en soirée va te dire ah ouais, ça c'est vraiment mon film préféré. Genre typiquement Les Évadés, tu vois. Moi j'ai vu Les Évadés, j'ai fait bon, ok, tu vois, j'ai pas adoré et tout. Et c'est le genre de film que les mecs de notre génération, enfin parce que moi je suis plus jeune, je suis né en 97. C'est le genre de film que les mecs de ma génération adorent faire, genre ah ouais, moi c'est trop mon film préféré. Je trop... n'ai Ah, jamais compris. Je suis tellement d'accord avec toi. Putain, merci de dire les mots en fait. Voilà, et globalement Les toute Évadés, la c'est un très filmographie beau de film, Tom hein. Hanks. Ouais. Il n'y a pas Tom Hanks dans Les Évadés? Non, non, pas dans Les Évadés, mais je pense aussi à La Ligne Verte, Forrest Gump, Ah tous oui, ces, d'accord, tous ok. ces films-là. Ah non, si, La Ligne Verte, pour moi, il est bien au-dessus des Évadés. Mais après, c'est mon avis. Mais Les Évadés, je trouve que c'est un film très bien. J'ai passé un bon moment devant, c'est sympa. Mais au rang de chef-d'œuvre, comme tout le monde le place, t'as envie de dire, mais c'est un film bien. C'est un film peut-être un peu culte, mais pas un chef-d'œuvre, faut pas déconner. C'est un film juste tout bonnement très bien, en fait. Enfin, je ne comprends pas qu'on en fasse un pataquès comme ça, en fait. Voilà, et puis, mais en vrai, c'est ça qui est terrible, c'est que j'ai bien aimé le film, tu vois. Il est bien, c'est un bon film, et je comprends qu'il Évidemment. ait eu du succès, mais c'est juste, voilà, l'ériger au rang de chef-d'œuvre et tout, t'es un peu là. Ah, je suis pas d'accord. Bon, hein. pourquoi? Enfin, ouais, bizarre. Et après, t'as aussi la fin des années 90 avec l'ascension des actionneurs, un peu, enfin, le nouvel actionneur, un peu genre Matrix et tout, tu vois. Branché un peu science-fiction, techno. Attends, c'est quoi le nom? C'est techno. C'est pas technocratie, mais c'est un. Il y a un nom, je crois, un peu donné comme ça. Et pareil, après les années 2000, pour moi, voilà, les années 2000, c'est genre Scary Movie, American Pie, c'est tous ces films-là un peu américains. C'est les films américains décomplexés, tu sais. Et j'aime beaucoup ça aussi. Après, évidemment, il y en a plein de différents, mais c'est vrai que souvent. On est quand même très cinéma américain. On parle pas de films français depuis tout à l'heure, c'est un truc de fou. Bah ouais, mais honnêtement, j'ai vu tellement de films américains et très peu de films français, ou du moins très peu de films français qui m'ont marqué, quoi. Et surtout, je vois quand je regarde des années genre 88. 88 aux États-Unis, en vrai c'est pas un bon exemple parce qu'on a eu des trucs genre l'ours de Jean-Jacques Hano, d'autres films. Après, l'ours, c'est pas vraiment un acteur français. Oui, non mais voilà, non mais il y a eu des bons films, mais c'est vrai que comment il s'appelle, c'est pas les temps en pente douce, non, c'était un peu avant ça, je crois. Bon bref, mais en fait souvent c'est assez fou de voir à quel point on se dit ah bah c'est une belle année en fait ça pour le cinéma français, parce qu'il y a 2 ou 3 films sympas qui sont sortis, et puis tu regardes les États-Unis, c'est genre 84, voilà l'exemple parfait. 84, le film qui a gagné le plus de César, c'était genre Ripou, les Ripoux. Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais il est pas incroyable. Je ne l'ai pas vu. C'est un film, tu sais, avec Thierry Lhermitte et comment il s'appelle, Nougaro, non pas Nougaro, comment il s'appelle, bon je sais plus comment, c'est pas Claude Nougaro, c'est Philippe Noiret, non je sais plus, bon je sais plus comment il s'appelle, Possible. bref, voilà. Philippe Noiret au moins est un acteur, Mais voilà. Nougaro, c'est un chanteur. Et c'est vraiment pas ouf. Et aux États-Unis, Tu chauffes. tu regardes les années, enfin l'année 84, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est une des plus grandes années de l'histoire du cinéma tout court. Pour les Américains,
t'as eu, mais je saurais même pas tous te les citer. T'as eu SOS Fantôme, Terminator 1, Freddy les Griffes de la Nuit 1. Enfin, vraiment, c'était une brochette de chefs-d'œuvre de fou, quoi. Et, et c'est vrai que quand tu compares ça en France, voilà, t'as eu les ripoux avec Thierry Lhermitte et Philippe Noiret, t'as envie de crever, quoi. C'est dur, quoi. Il y a juste des petits ovnis du cinéma français, des chefs-d'œuvre qui sortent par-ci par-là. Et puis, c'est pas plus mal, quoi. Moi, c'est vrai que de mon côté, je suis pas fan des années 80-90. Alors, il y a bien sûr des grands chefs-d'œuvre, des grands films et des gros blockbusters parce qu'on commençait vraiment à gérer les effets spéciaux et tout dans les années 90 qui ont émergé. Moi, les années 80, ça me parle très peu. Les comédies des années 80, c'est des trucs que je regardais beaucoup quand j'étais petit, et en vieillissant, je remarque que, par exemple, quand j'étais gosse, un de mes films préférés, c'était Le Prince de New York. De toute façon, tous les films avec Eddie Murphy, généralement. Je regardais tous ces trucs-là, j'adorais. J'aimais beaucoup les comédies avec Dustin Hoffman aussi, mais bon, encore aujourd'hui, je trouve que ça reste plutôt bien. Mais c'est vrai que je remarque que plus je vieillis, plus les années 80, c'est pas mon truc, et on va en reparler après. Parce qu'il y en a un qui pour moi fleure énorme, enfin, il y en a deux films qui fleurent vraiment les années 80 dans leur genre, plus qu'un autre film qui peut être un peu plus. Il pourrait sortir dans n'importe quelle autre décennie, ça passerait quoi. Mais voilà, je vais reparler des années 80 et c'est des choses que j'ai du mal voilà, avec cette époque-là. Et, et après, moi, non, c'est vrai que je remarque que j'aime énormément notre époque. J'aime énormément notre époque, les années 2010-2020. J'aime pas les gens qui disent le cinéma est mort aujourd'hui, parce que je suis fasciné par tout ce qu'on peut nous sortir aujourd'hui. Cette appréhension du réalisme qu'on essaie d'avoir, de faire des blockbusters réalistes, faire des trucs comme ça. Je trouve que tout est très très bon. On y arrive à atteindre des niveaux. Alors quand je vois par exemple les Batman, j'ai de l'affection pour les Batman de Tim Burton, avec ce côté très mignon, très comique, très rigolo. Mais c'est vrai que à partir du moment où on est parti dans des Batman beaucoup plus sérieux avec Nolan et avec le dernier de Matt Reeves, pour moi on est à un autre niveau évidemment, c'est des chefs-d'œuvre ces films-là. Enfin, c'est mon avis. Mais le truc c'est que je me dis, voilà, on a réussi à rendre tout très sérieux aujourd'hui, et ça peut avoir des mauvais côtés, mais je crois que c'est clairement le genre de cinéma que je préfère. Voilà, je suis vraiment voilà, à fond dans les films d'aujourd'hui, moi. J'y arrive pas à voir vers le passé, quoi. Ok, non, c'est intéressant, parce que c'est vrai que je trouve que les années 2010 ont été très riches. Après, je trouve que depuis 2020, depuis la crise du Covid et tout, moi je suis vraiment pas convaincu par le cinéma des années 2020. Il y a quelques petits films qui m'ont vraiment marqué, comme par exemple The Batman, que j'ai trouvé excellent. Mais ouais, j'avoue que depuis début 2000, enfin depuis les années 2020, moi 2019 c'est une excellente année. Ouais. 2020. Mais c'est vrai que je j'aime rejoins avec les Mick années sur 2020. Pardon, vas-y. non, parce que tout à l'heure je m'étais arrêté, j'ai été vague en disant à partir des années 2000, mais c'est vrai que 2010, enfin là j'ai vérifié, mais effectivement il y a deux de mes films préférés actuellement, enfin deux de mes films préférés, c'est pas forcément mes deux films préférés top 1, mais il y a Drive Drive de 2011 et Spider-Man New Generation de 2018, donc c'est vrai que 2010, quand tu m'as posé la question Mick, c'est vrai qu'en termes de décennie, je pense que c'est pas mal. Enfin, pour moi, je trouve qu'il y a pas mal de films qui me... Puis c'est vraiment là, justement, comme je disais, que je pense que c'est à cette période que j'ai développé aussi ma cinéphilie, que j'ai commencé aussi à aller au cinéma de moi-même pour voir aussi des films qui n'avaient pas 10 ou 20 ans, quoi, donc... Et là, c'est vrai que le plus gros problème pour moi de cette décennie, c'est la recherche du passé, justement, et comment on dit, de la nostalgie. Ça, c'est une horreur, parce qu'on est en train de faire plein de conneries et plein de films pour plaire au plus grand nombre, en disant vous avez vu, vous vous rappeliez de ça, vous aimez bien, du coup on s'est inspiré de ça, et du coup ça fait souvent des très mauvais films. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'émergence des petits studios, comme les studios A24, etc. Et en fait, il y a de plus en plus de petits films avec Internet et tout, et c'est ça qui est pratique avec Internet, c'est qu'on commence à mettre en émergence des petits films, ce qu'on pouvait beaucoup plus difficilement faire à l'époque, et c'était vraiment réservé à un public de niche pour les cinéphiles qui allaient déjà dans les théâtres, dans les cinémas d'art et d'essai. Aujourd'hui, juste parce que quelqu'un
a découvert qu'un petit film avec un très petit budget était très bon. Il en parle sur Internet, les médias en parlent, tout le monde en parle, tout le monde va le voir au cinéma. Il est dans plein de cinémas. Et du coup, moi, je trouve que il y a une émergence dans les années 2010-2020 là, voilà, de petits films avec des tout petits budgets et avec des tout petits distributeurs indépendants et productions indépendantes qui sont excellents, quoi. Et du coup, c'est très très agréable. Alors non, on va maintenant passer au thème de Benjamin. Alors déjà, Benjamin, tu vas commencer par nous dire pourquoi tu as choisi ce thème et après tu nous parleras de ton film. Bah justement, ça faisait. Alors là, ça faisait. C'est le quoi? C'est le 5e podcast qu'on fait, je crois. C'est Et le sixième. c'est le 6e, voilà. Et du coup, on avait. Ça faisait déjà un moment que je voulais qu'on sorte un peu des thèmes des sentiers battus avec des trucs. Jusqu'à maintenant, on avait fait que des genres de films, des styles de films avec voilà, le braquage, comédie horrifique et tout. Et ça faisait un moment que je voulais tenter un truc en fait où ça nous donne l'occasion de regarder 3 films, mais qui peuvent être totalement différents. Là où, voilà, même si on a des trucs qui sont un peu différents dans les genres, c'est vrai que bon, ça reste des films de genre, voilà, d'action ou autre. Et là, c'est vrai que bah, je trouvais cool le concept de dire, bah, voilà, dans cette année-là, il y a quand même le lien avec l'année qui se ressent, parce que dans le cinéma, toutes les années se ressentent, enfin, surtout au niveau des décennies. Et voilà, et du coup, vu que les années 80 me parlaient plutôt pas mal, bah, j'avais ce film-là que j'avais envie de voir et je me suis dit, voilà, ça pourrait être peut-être sympa d'en parler. C'est peut-être un truc qui sort un peu de l'ordinaire, même s'il a sa petite réputation à son échelle. Et donc, voilà, j'enchaîne du coup avec mon film. Oui, allez, vas-y. Ouais, donc c'est donc Maniac Cop, un film de Édouard Ludwig. Non, C'est ça. c'est Édouard Ludwig, Ludwig. c'est ça, hein? Ludwig. Ouais. Ludwig. Ouais. Edouard, je suis pas j'oublie. sûr. Ludwig, c'est sûr. Ouais. William Ludwig. William, c'est ça. Putain, qu'est-ce Oui, qu'on est. exactement. C'est Lustig, William. Je crois que c'est Lustig, non? Lucien, ouais, y a que rien qui va. Ok. Ok. Bon, alors c'est William Voilà. Lustig. Ouais, on va dire que bah, c'est pas Steven Spielberg déjà. Donc oui, c'est ça, c'est William Lustig. Voilà. Et bah, c'est un gars qui a un peu qui est un peu connu, hein, comme vous pouvez le constater, mais qui fait du bis, et qui voilà, donc c'est pas forcément des films grand public, mais bah, c'est notamment celui qui a fait le film Maniac, parce qu'il il aime bien les maniaques, donc il en met partout dans ses films. Et donc Maniac, qui a été notamment remaké par Alexandre Aja, ou c'est Christophe Gans? D'accord. Non, c'était celui avec Ah, avec Frodon. Elijah Wood. Ouais. Ah, mais oui, je savais pas que c'était un remake. Je croyais que c'était juste le même nom. Ah non, Ok. non, si, c'est le remake, ouais. Avec, Eh ben, avec je suis voilà. curieux du coup. Ouais, avec la particularité qu'il est filmé que à la première personne et du coup tu vois en fait ce que voit le tueur Ah bah ça peut être que mieux que pendant Maniac, hein. On l'avait vu ensemble et on s'était bien fait chier quand même. Ouais, faudrait que je le revoie. Je sais pas si j'étais dans les bonnes conditions, mais Non, on était fatigué, c'est vrai. ouais, voilà. Donc c'est Alexandre Aja, oui c'est ça. Ah non, il a produit. Alexandre Aja a produit le remake de Maniac. Bref. Ok. Maniac Cop, donc c'est un slasher qui a la petite particularité de mettre en scène le tueur, le boogeyman de ce film. Bah, c'est un flic. Voilà. Alors on ne sait pas si c'est un vrai flic, on sait qu'il a l'uniforme et tout. Et du coup, c'est comme ça que ça commence avec plusieurs meurtres commis par un gars qui est qui est habillé en flic. Donc on ne sait pas justement si c'est un déguisement ou si c'est un vrai flic. Et du coup, il y a tout un. Voilà, le film commence avec une espèce de petite parano des gens qui ont peur des flics, du coup, ils se disent potentiellement on va mourir si on se fait contrôler, quoi. Et donc voilà, ça c'est le pitch de base. Et après, il y a une histoire avec Bruce Campbell, qui joue aussi dans ce film et qui était plutôt jeune à cette époque. Et qui est potentiellement le tueur, qui est inculpé, qui est suspecté du moins. Et on spoil donc évidemment ce n'est pas lui.
parce que c'est un gentil. Et en fait, on se rend compte, je dis tout comme ça, on en parle après, on n'aura pas de secret. Mais il se trouve que c'est un ancien flic qui tue des gens parce qu'il il a été un peu trahi par la justice qu'il a mis en prison avec tout ce qu'il avait emprisonné lui dans ses carrières de flic. Il a été déclaré pour mort, et sauf qu'en fait, il ne l'était pas. Et du coup, il revient pour se venger. Voilà. On est dans du bis, tu l'avais prévenu. C'est ça. On est dans du bis des années 80. Donc c'est un peu ce que je cherchais. Et bon, j'ai pas été déçu. Et voilà, je n'attendais pas un chef-d'œuvre. Je n'ai pas eu un chef-d'œuvre. Mais j'ai passé un moment voilà, sympathique avec un film qui a un petit 6 sur 10. Où, bon, sur la fin, je dirais pas qu'il me Tu parlait parles que du ça se plan de finisse. fin? Genre le plan de fin? Ouais. Est-ce qu'on en Alors, ça, parle c'est- maintenant? Ouais, la fameuse main qui Et oui, sort la de l'eau main alors qui qu'on sort, pense qu'il avec un est freeze mort. frame en plus, hein. Ouais, bah c'est... Alors, je sais plus, du coup, tu parlais de Vendredi 13 tout à l'heure, Guillaume, Oui. mais je sais plus lequel est avant ou pas. Je sais plus quelle année c'est les Vendredi 13. Le que du premier coup, je sais pas vendredi, si c'est... Avant. le premier vendredi 13, il est Ouais, sorti en il me semble, hein. 1980. Voilà. Ah Donc, ouais, c'est, ok. Putain. on sent l'inspiration, j'ai envie de dire, parce que c'est à peu près la même fin, le même plan même que dans le premier Vendredi 13 à la fin. Bah du coup, Et, je sais pas si tu t'en rappelles, mais moi je te parlais de Vendredi 13 parce que c'est un film que je n'ai pas vu du coup. Donc bah c'est dommage parce Oui, que mais non, mais je non. viens d'avoir le dernier plan du film. C'est mais Non, c'est tu pas sais grave. pas qui. Oui, sais pas bah qui. oui, je me demande bien qui ça peut être. Mais La non, main bah de Oui, qui mais ça peut non, on en est être. d'accord en on plus, est si d'accord tu- que si Vendredi tu- 13, c'est le plan qui est parodié dans La Cité de la Peur, au début. Genre quand t'as la faucille et le marteau qui ressortent de la boue, là. Non, c'est pas exactement ça. Mais C'est on pas va ça? peut-être arrêter Ok. de parler de ce film si Oui, oui, pour bien nous sûr. l'appelle. Continuons, On peut, Mais hein. non, mais en plus, Maniac Cop, si alors. tu... On finit le podcast, si on en tu- parle après. Ça vous va? Non, mais si tu ne sais vraiment rien de ce film, tu seras quand même tu seras quand même surpris. La... tu verras, la troisième heure, le milieu du film va t'étonner. Ah oui, d'accord. Euh, Allez, difficile. hein. Donc Maniac Cop. Et Maniac Cop, voilà, bon, c'est un film qui m'a donné ce à quoi je m'attendais en lançant le film, quoi. Donc ça sent bon les années 80. Ça sent bon les slashers des années 80 parce qu'en plus c'est une époque qui a été plutôt fertile en ce qui concerne les slashers des années 80. Donc d'autant plus il y a ce côté-là où c'est encore plus parlant dans ce genre de film et dans cette décennie. Et honnêtement, je sais pas, j'ai pas forcément grand-chose à dire à part que voilà, ça bouge. Enfin, c'est court, c'est court, ça fait 1h30, hein, donc ça demandait pas plus en même temps, donc c'est très bien. Et puis voilà, c'est rythmé comme il faut. Bon, c'est juste, il y a des petites incohérences, des trucs comme ça, mais voilà, il y a des acteurs quand même pas mal parce que bon, il y a Bruce Campbell et le flic aussi principal. Tom j'ai Atkins, oublié oui. Tom Atkins, ouais, qui est quand même qui est un nom. Et voilà, donc franchement, j'ai bien aimé hein, le côté un peu mélange film policier parce que il y a ce côté où c'est un flic qui mène l'enquête sur un autre flic et tout, ce côté un peu parano des gens qui commencent à plus trop savoir à qui se fier par rapport à la justice, tu vois. Et notamment cette scène magnifique où où la mamie dans sa voiture se fait contrôler Ouais. par un flic juste pour un contrôle de routine et qu'elle lui éclate la cervelle. Voilà. Donc voilà, ce genre de petit truc qui est en fait fun, et c'est ce que j'ai bien ressenti dans ce film-là, c'est qu'il y avait à cette époque, on sent bien que c'était un truc genre second degré, mais c'est pas du second degré genre qui est là pour la vanne en fait. C'est juste du second degré où il y a des trucs qui sont cons, tu les vois, mais tu sens que c'est fait, je sais pas, je vais pas dire c'est fait avec le cœur, ça fait un peu phrase cliché, mais tu sens qu'il n'y a pas forcément C'est la bonne de volonté. sarcasme derrière. Ouais, voilà.
Et voilà, du coup, j'aimais bien aussi cette ambiance un peu décomplexée, mais sans vouloir faire forcément de vannes ou sans vouloir se moquer ou sans vouloir parodier ou quoi, parce que là, il y a pas encore de parodie. C'est ce genre de films qui vont être parodiés justement après. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir ce genre de film quand tu vois après ce qui a suivi, en te disant maintenant quand tu vois des films de ce genre, des slashers ou quoi, tu dis putain c'est cliché. Et sauf que là, bah, évidemment, il y a tous ces clichés, mais c'était des clichés qui étaient pas encore clichés à l'époque, puisque c'était encore des trucs qui se mettaient en place. Donc c'est cool aussi de se dire ça, de se dire c'est cliché, mais pas vraiment parce qu'ils ont fait ça avant les autres, quoi, avant que ça devienne cliché. Donc voilà, intéressant, fun. C'est voilà, un Alors, petit film plateau télé, quoi. pour ma part, je vais pas m'étendre beaucoup plus que ce que tu as dit, mais je suis pas des masses d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord avec ce que tu as dit, sauf que ma appréciation du film est moins bonne. Je pense que je suis sur un tout petit 5 sur 10, vraiment, parce que c'est pas mauvais non plus. Il y a quelques trucs à sauver, mais je me suis vraiment beaucoup ennuyé, personnellement. Et déjà, pour moi, le générique prouve tout. Ce générique insupportable où il y a des freeze frames toutes les 5 secondes pendant qu'il s'habille. Voilà, Oui. ça c'est. Ouah, j'étais là. Déjà, quand j'ai vu le générique, je fais ok, je vois ce que je vais regarder. Et en effet, je trouve que le rythme était long. Un peu comme Maniac, en fait. Ouais. Alors, moins que Maniac. C'est quand même Mm. un peu plus rythmé que Maniac, heureusement. Mais il y avait plein de moments de longueur et tout. Et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. J'ai adoré. C'est ce que j'ai préféré, moi. C'est vraiment le côté paranoïa. Le côté paranoïa du est-ce qu'on peut encore faire confiance aux flics. Ça, c'était super sympa. Mm. J'aimais beaucoup cette idée-là. Et le problème, c'est que cette idée-là, elle est importante pendant le début du film et après, plus vraiment après. Et après, en fait, j'ai pas grand-chose à dire parce que j'étais pas du tout pris dans le film. En fait, j'ai regardé, je voyais des tueries. Alors, il y a un joli body count, hein, surtout à la fin, quand il tue tout le monde dans le commissariat. Ouais. Mais après, sinon, bah, j'ai pas grand-chose à dire. Je vais plus rebondir sur tout ce que vous voulez dire en suivant, mais moi, Mm. c'était pas ma cam en fait. C'était clairement pas ma cam. Ouais. Je suis pas. Mais par contre, au niveau des années 80, le côté années 88, je l'ai ressenti pleinement. Mm. Que ce soit musicalement, que ce soit de l'ambiance, dans la texture, dans le grain, tout. C'est Ouais. clairement. Ça a fleuré complètement. Et là, on y est à fond, quoi. Mais voilà, je te laisse la parole, Guillaume, parce que moi, c'est vu et oublié, quoi. Bah écoutez, ce que tu dis me permet de vous rappeler que Die Hard Piège de cristal est lui aussi sorti en 1988 et c'est on est quand même sur deux étages assez différents hein, parce que bah voilà, hein, Ben t'a mis 6, Mick t'a mis 5. Qu'est-ce que j'ai mis 4. Voilà. Moi je vais pas vous mentir, je me suis vraiment fait chier. En fait, c'est le genre de film qui me j'en ai vu pas mal hein, des films comme ça et moi ça m'a fait penser à Street Trash mais sans le côté en fait je suis pas rentré dans le côté marrant tu vois, dans le côté un peu comique parce que eux-mêmes ils le savaient tu vois en faisant ce film. Déjà je suis pas tout à fait d'accord avec toi, je pense que Halloween c'est le premier vrai slasher au cinéma tu vois et enfin tu vois Dean DeSnow qui a lancé le mouvement et tout il est sorti 10 ans plus tôt tu vois et je trouve que alors oui c'est sûr ça avait pas la connotation le slasher que ça a aujourd'hui mais je pense que, bah, tu vois, Vendredi 13, Freddy, enfin Les Griffes de la Nuit, tout ça c'était sorti. Et il y avait déjà des tropes un peu bien Ouais. établis, quoi. Des clichés bien établis. Et je trouve que ce film s'en sert. Et je ressens un peu la même chose que dans Scream, alors à un étage beaucoup moins important. Mais il y a un côté où tu sens qu'il commence un peu à maîtriser les codes du slasher et à jouer dessus. Je pense que moi, Mm. la fin, je le vois plus comme un peu une blague, tu vois, plus qu'une. Enfin, tu sais, le plan de fin là, avec la main qui sort dans le port, là. Je vois plus ça un peu comme une blague. Genre, il se disait, ouais, bon, c'est un peu de la merde, mais en vrai, c'est marrant, tu vois. Moi, j'ai un peu pris le film comme ça, tu vois. À aucun moment, je me suis dit, ils sont sérieux dans leur délire. Parce que s'ils étaient sérieux, bah, je me dis, les pauvres, quoi. Enfin, c'est chaud quand même. T'imagines, tu fais un film comme ça et tu te dis, non, mais c'est totalement sérieux. Moi, je voulais vraiment exprimer des problèmes de société et tout. Non, parce que quand tu vois la gueule du gars, quand il s'est fait couper et tout, t'es là, non, enlevez-moi cette abomination du visage, là. Virez-moi ça. Et bah, pareil, je trouve que. Alors, les acteurs. Parlons-en. Déjà la meuf, vraiment, mais j'ai à aucun moment, écoute-moi Ah bien, oui. à zéro moment, je l'ai prise au sérieux.
Elle jouait, Ouais. mais comme un trombone, Je suis c'était totalement terrible. d'accord. Ouais, ça, je suis d'accord. C'était affreux. C'était. Ah ouais, elle était vraiment. Et puis même, enfin, la scène du commissariat de Terminator, hein, le remake où il massacre tout le monde dans le commissariat. Et puis que elle, tu sais, elle essaye de s'enfuir en hurlant. Enfin, c'est trop long. En fait, t'as l'impression que chaque plan est trop long d'une demi-seconde. Et à la fin, elle casse la vitre en jetant la chaise et en faisant en hurlant, en hurlant. Les flics, il y a une chaise qui traverse le bureau, c'est sûrement du commissaire principal qui vient s'éclater dans la rue. Ils disent attendez, c'est pas le gars qu'on recherche depuis 12 heures là. Et puis t'as tous les flics qui se jettent sur le gars alors que t'as littéralement tous leurs potes qui se font massacrer dans le bâtiment. Enfin, c'est vraiment, vraiment un peu abusé. Évidemment, j'aime. D'ailleurs, pour la meuf, je rebondis juste sur ça, mais ça m'a fait rire qu'au début, on te la montre, on te la présente un peu genre comme une femme flic, donc tu te dis, ah bah attends, elle va être un peu forte et tout, elle va être un peu badass. Et ça finit comme elle finit à la fin du film, enfin, même pas à la fin du film, dès qu'elle se retrouve confrontée à un minimum de conflits ou quoi, elle se met à hurler et ça devient le cliché de la Scream Girl, quoi, qui passe son temps à gueuler alors qu'elle est flic et qu'elle est habituée dans le Et qu'elle est censée être badass, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, ça c'est le genre de truc que j'ai trouvé un peu con. Non, et puis surtout, j'aime beaucoup Bruce Campbell, l'acteur fétiche de Sam Raimi, je crois. Bah, c'est le gars de Evil Dead et tout. Et je l'aime beaucoup, il m'inspire beaucoup de sympathie, j'aime beaucoup sa tête et tout. Et surtout, c'est le genre de gars un peu à la Van Damme, tu sais, qui se donne à fond dans des projets pas ouf. Et ça fait que redoubler un peu la sympathie que t'as pour lui, tu sais, parce que tu te dis, c'est vraiment cool, le gars, il est à fond dans son truc, c'est bien. Et après, il y a Tom Atkins, du coup. C'est pas pour rien hein, si je connais son nom. C'est que j'ai vu, du coup, maintenant 3 films avec cet homme. Si vous vous en souvenez, c'est lui qui joue, il a un rôle secondaire, voire même tertiaire dans L'Arme Fatale. Il joue le... Enfin, il y a... Je sais pas si vous vous souvenez du début du tout premier L'Arme Fatale. Il y a une jeune fille qui se défenestre du haut d'un immeuble. Et lui, il joue le père de cette fille qui s'est défenestrée, qui pète un plomb et qui finit par se faire tuer dans le film. Si vous n'avez pas vu L'Arme Fatale, bonsoir. Mais surtout, Tom Atkins, moi je l'avais vu que dans L'Arme Fatale, donc je me disais ça va, c'est pas mal comme palmarès. Et puis j'ai vu Halloween 3, qui est un des films les plus épouvantables que j'ai vu. Pas dans le sens où il fait peur, hein. C'est épouvantable au sens figuré. C'est-à-dire que c'est une merde finie, c'est un des pires films, et vraiment je pèse mes mots. C'est un des rares 1 sur 10 que j'ai mis sur Sens Critique. C'est un film nul à chier, clairement. Et il a le rôle principal. Donc c'est un peu dommage, du coup, moi, quand je l'ai vu dans le film, j'ai fait non, dégage. Donc ça a un peu influencé. Heureusement, on le voit qu'assez tard dans le film. Enfin, assez tard, c'est après le générique, quoi. Mais voilà, et puis bah surtout, effectivement, je suis d'accord avec toi. Une fois que tu as vu le générique, tu sais à quel genre de film tu vas avoir affaire. Et moi, c'est la fille qui court au début, poursuivie par deux voyous dans la rue, là. C'est d'une longueur. Oh, c'est horrible. Elle court, elle se cache. Et puis, comme par hasard, tu sais, il y a tout un putain de parc. Comme par hasard, les 2 voyous, ils viennent vers elle. Genre, ils savent qu'elle est là. Et puis, elle voit une ombre d'un flic de 2,50 m, tu sais, debout. Elle fait « Oh, monsieur, aidez-moi !» Et puis, enfin, il la tue. Enfin, vraiment, c'est... Il y a un côté vraiment un peu... Je vois ce que tu veux dire par ce côté un peu bonne volonté, tu vois. C'est un peu de la merde, mais le gars, tu vois, ils mettent de la bonne volonté dans le projet. Mais vraiment, j'ai pas... Enfin, c'est pas pour autant que ça en devient un bon film, quoi. Oui, et non, franchement, je trouve que c'est vraiment, vraiment un peu abusé. Le background story là, du gars qui se fait arrêter et foutre en prison et ensuite lacéré par tous les mecs qu'il a mis là-bas, c'est bon... Le résultat est vraiment bizarre et puis enfin ouais, je sais pas, j'ai pas passé un bon moment, je me suis fait chier honnêtement. Le rythme il est pas ouf, mais voilà, c'est vrai il transpire pas la bonne volonté non plus, mais il y a ce côté un peu décomplexé des années 80 qui peut être sympa. C'est ça, il est pas détestable non plus, quoi. Je veux dire, oui, on peut c'est faire ça. bien pire que ce film, il y a bien pire que ce film. C'est clairement pas un très mauvais film non plus, quoi. Et je préfère voir un film comme ça plutôt que de voir
un film d'un gars enfin, la branlette intellectuelle, tu vois, d'un gars qui fait ouais, j'ai voulu exprimer ça en fait, c'est pour ça que ce petit enfant kazakh qui a survécu à l'explosion de la mine d'uranium dans laquelle il travaillait, tu sais, parce que comme ça t'es là, non, remettez-moi Maniac Cop, moi ça me va très bien. Mais voilà, et effectivement j'ai beaucoup ri, excuse-moi je finis, j'ai beaucoup ri à la scène où le flic arrête la meuf. Et tu sais, elle cherche même pas à comprendre, elle sort un flingue, elle lui explose le crâne. Enfin, t'es là, qu'est-ce. Et puis tu sais, après, elle est devant les flics, elle fait ah, j'ai complètement paniqué, je pensais que c'était lui. Ils font ah ouais, c'est vrai que c'est relou quand même, ce gars. À aucun moment il se posait la question, éventuellement, c'est une malade mentale, non, d'avoir fait ça. Enfin, c'est vraiment l'abus, quoi. Ce genre de scène où je dis qu'il y a un côté où tu sens que c'est pas forcément pour faire une blague, mais tu sens que c'est complètement con quand même, tu vois, de se dire non mais il y a pas, c'est pour ça que c'est ce que je veux dire, c'est c'est pas le genre de film où tu commences à dire dans la vraie vie ça se passe pas comme ça, c'est complètement con. Non, parce que déjà tu te le dis, mais tu te dis bon bah si voilà ça en devient drôle, même si encore une fois dans le film je pense pas que c'est écrit comme une blague, tu vois, je pense que c'est vraiment écrit comme un gars, le gars était à fond et il s'est dit ah, putain à faire ça va être trop bien. Non mais c'est ça, toute la mise en scène autour de cette scène, tu sais, la meuf, tu sais, la panique, les plans, le montage rapide où la meuf elle se met à paniquer, tu vois des plans serrés sur elle, tu vois le flic qui approche en mode gorille, tu sais, tu vois pas sa tête, enfin t'as l'impression vraiment que c'est Michael Myers qui va faire le kill de sa carrière, tu sais, alors qu'en fait non, c'est juste une meuf qui s'est fait arrêter pour un phare éteint et elle pète un câble, elle bute un flic, enfin c'est vraiment l'abus, quoi. Et d'ailleurs, je rebondis sur les incohérences du film qui passe en mode il n'y a pas d'explication, mais le film se finit, t'as pas d'explication et t'en sais pas plus. C'est juste un peu la magie des années 80 où t'as des trucs, tu sais pas pourquoi. Mais on te dit dans le film, il s'est fait agresser. Il a été déclaré pour mort, mais en fait, il n'était pas parce que son corps battait. Ok. Sauf qu'il y a plein de scènes dans le film où le mec se fait cartonner la gueule avec 10 chargeurs d'armes à feu et il survit en fait. Et du coup, il y a juste une réplique d'un gars qui dit non, mais il avait sûrement un gilet pare-balles. Tu fais ah, bon, ok, à la limite. Mais sauf que la réplique d'après de la meuf, c'est non, mais je lui ai quand même mis 3 balles dans la tête. du coup, vous pouvez pas ramener quelqu'un à la vie, enfin le sauver, parce que là, c'est même pas. C'est ce qu'on te dit en fait. On te dit pas, on l'a ramené à la vie. On te dit il était vivant. Et on l'a juste pas déclaré comme mort. Enfin, si, on l'a déclaré officiellement comme quelqu'un de mort, mais en fait, sur le papier, il était pas mort, quoi. Mais du coup, ça veut dire que c'est quand même un être vivant. C'est pas le monstre de Frankenstein qui. Eh ben si, en fait, c'est vrai que c'est pas expliqué dans le premier film, mais c'est en effet un genre de zombie. C'est dit dans les films suivants. Je les ai pas vus, oui, voilà. mais j'ai regardé la vidéo de Az l'épouvantail qui a fait une vidéo sur le Maniac Cop et qui a expliqué un petit peu tout ça, et ça part beaucoup plus dans cette optique-là et dans le lore du fait qu'il soit réellement un film fantastique au final. Voilà. Mais c'est vrai que ce prisme fantastique n'est pas expliqué dans le premier. Tu le comprends, mais c'est pas expliqué. Et là, ceux d'après, c'est complètement assumé. Oui. Mais c'est intéressant que tu évoques ceux d'après, parce que moi, en fait, j'ai proposé ce film parce que j'en avais entendu notamment parler dans un podcast, et le podcast évoquait justement la série, en fait. Il parlait pas que du premier film. Et du coup, moi, quand j'ai enclenché ce film, je me suis dit, c'est l'histoire justement d'un ancien flic zombie, en fait. Je pensais pas du tout qu'il y avait un côté réaliste de genre, il est pas vraiment mort et tout. Et c'est pour ça que moi, au début, croyant que déjà, avec les infos que j'avais de ce que j'avais entendu, en fait, toute la première partie du film où du coup il n'y a pas d'explication sur ce flic, bah, je me dis en fait il est immortel et c'est genre un démon, enfin c'est genre un zombie, et c'est pour ça qu'il a beaucoup de force et tout, c'est parce qu'il n'est pas humain en fait. C'est pas un homme. Et du coup, quand j'ai appris du coup, je me posais pas la question de me dire il se prend 10 balles dans le corps, évidemment, il est déjà mort, donc ça lui fait rien, et même s'il s'en prend 3 dans la tête. Mais c'est vrai que quand j'ai entendu la première explication, quoi, et quand tu comprends où ça va, tu dis d'accord, et tu te dis peut-être qu'à la fin du film, il va y avoir une révélation sur le fait qu'en fait, il est par balle maintenant, je sais pas. Et non, alors du coup, la dernière scène te montre que bah effectivement, il est bien
il est bien immortel parce qu'il se prend un pilier, un poteau en travers du plexus et ça va. Et il arrive à sortir du camion et à sortir sa main de l'eau pour accrocher à un poteau. Mais voilà. Et du coup, c'est un peu le genre de truc où je me suis dit, mais d'accord. Et voilà. Alors, certes, il y a sûrement une explication dans le 2, mais là, dans le 1, si tu prends le film en tant que tel, tu n'as pas d'explication sur le fait qu'il survive en fait à tout ça. Bon, mais bon, voilà, c'est comme je dis, à un côté un peu, c'est un peu magique, quoi. C'est les années 80, pose pas trop de questions, quoi. C'est ça. Donc nous allons maintenant passer au film de Guillaume. Donc, alors dis-nous ce que tu as choisi. Alors, je n'avais que l'embarras du choix pour 1988, parce que c'est une année que j'aime beaucoup. Donc, je vous ai déjà parlé de Die Hard, hein, c'est le premier film que j'ai envisagé, enfin Piège de cristal. Après, je me suis dit, bon, ça va bien de toujours sortir des films un peu connus, c'est un peu facile. J'ai pensé à Beetlejuice aussi, qui est un autre film que j'aime beaucoup de 1988. Et j'ai fini par en prendre un autre que j'avais pas vu depuis pas mal de temps, et que je trouve excellent, qui allait nous changer un peu, parce que ce n'est pas un film américain, c'est un film britannique. C'est Un poisson nommé Vanda. Alors du coup, oui, on raconte l'histoire, il me semble. En gros, ça va être un peu compliqué à raconter, je pense. Mais en gros, c'est un casse de banque, un groupe de braqueurs. En fait, je voulais parler de film de braquage, c'est ça. Non, qui braquent une banque, qui volent des diamants là-bas. Et en fait, ils sont 4. Et il y a... parmi les 4, en gros, il y a Jamie Lee Curtis. Ça va être très très compliqué à expliquer. En gros... Explique en gros plutôt. Oui. Ouais, voilà. Grosso modo, il y a des gens qui se trahissent dans le groupe, notamment Jamie Lee Curtis, en fait, qui va trahir le mec qui a organisé le braquage, avec qui elle était censée être en couple. Et d'après ce qu'on comprend, elle trahit tout le monde. Oui, c'est clairement ça. Dans le film, c'est que ça. Et tout le monde trahit tout le monde dans le film, c'est clair. Et en gros, c'était la meuf du chef qui a organisé le braquage. Elle a ramené son amant, donc avec qui elle avait une liaison, dans le braquage comme main armée. Elle a ensuite balancé son mari aux flics, donc il s'est fait choper. Enfin, c'est pas son mari, mais voilà, le mec qui a organisé le braquage. Elle l'a balancé aux flics. Et problème, elle voulait récupérer les diamants pour elle, sauf que son mari, pas bête, précautionneux, les avait planqués autre part et va commencer une espèce... Enfin vraiment, c'est le scénario est assez compliqué à expliquer parce que c'est que des rebondissements, des gens qui trahissent d'autres personnes, l'arrivée d'autres personnes, etc. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jamie Lee Curtis, c'est une vipère, qu'elle trahit absolument tout le monde dans le film. Et notamment l'avocat en fait de son mari, on va dire, qu'elle va commencer à séduire pour savoir où il en est dans l'enquête, et petit à petit lui va tomber amoureux d'elle, etc. Donc voilà, hein, c'est grosso modo c'est ça. L'amant de Jamie Lee Curtis, qui se fait passer pour son frère dans l'histoire, va lui aussi jouer un gros rôle, parce que c'est je sais même pas ce qu'il est au final. Est-ce que c'est vraiment un agent de la CIA ou pas? Est-ce qu'il a bossé pour la CIA par le passé ou un truc comme ça, ou est-ce que c'est juste une petite frappe? On sait pas trop. Bon, voilà, c'est un peu le bazar. Il faut le voir pour comprendre, parce que c'est vraiment le genre de truc où en fait c'est que des quiproquos. Il y a énormément de quiproquos, d'histoires de personnes qui trahissent d'autres personnes. Il aurait pas fallu être là. Il y a si mon mari est là, rentre dans le placard. C'est des trucs comme ça, quoi. Et moi, c'est ce que j'adore. J'adore ces films comme ça. Je trouve que niveau scénaristique, c'est super bien pensé. Et quand c'est servi par des acteurs, parce que c'est un film avec une bonne partie des Monty Python, notamment John Cleese et Michael Palin. Et sont deux acteurs que j'aime beaucoup. Je suis pas un grand fan des Monty Python et des films des Monty Python. J'aime beaucoup, hein, ça me fait rire. Mais voilà, les trucs Bigus Dicus, tous ces trucs-là, La vie de Brian, Le Sacré Graal et tout, ça m'a fait rire. Après, c'est pas non plus spécialement à fond mon humour, mais c'est des acteurs que j'aime beaucoup. John Cleese, qui me fait beaucoup rire, qui est vraiment l'anglais un peu, enfin le cliché de l'anglais un peu élégant, mais contrairement à Colin Firth, c'est pas le gars romantique, tu sais, c'est un peu l'anglais, voilà, qui est posé avec sa femme de 50 ans, et puis le gars qui est là, ciel, je vais jouer aux échecs, tu sais, un truc comme ça.
Et en fait, bah, si j'ai choisi ce film, c'est juste parce que je trouve que c'est un super feel-good movie, en fait. C'est vraiment... du coup, bah, déjà, le scénario, c'est un gros point fort, mais surtout, c'est vraiment le genre de film qui te fait te sentir bien. Tous les acteurs sont vraiment attachants, même les plus, les plus cons, genre Otto. Hein, donc Otto, c'est le... Voilà, le... la brute, Le frère, la on va marmée, dire. voilà, Ouais, le frère de Jamie Lee Curtis, mais qu'elle se tape, hein, voilà, c'est c'est pas ça. vraiment son frère, voilà, son amant. Et bah tous, ouais, tous, ils me font beaucoup rire, les acteurs. Il y a plusieurs histoires qui se passent en même temps, parce que, enfin, c'est vraiment des petites sous-intrigues. Par exemple, Michael Palin, le bègue, là, qui doit tuer la vieille, qui est témoin du braquage. C'est un passionné des animaux, et puis la vieille, elle a 3 chiens. Et puis à chaque fois qu'il essaye de la tuer, en fait, il tue malencontreusement un des chiens par une suite vraiment à la destination finale. Une suite fortuite d'événements qui finissent par tuer un par un tous les chiens de la vieille. Et lui qui adore les animaux, à chaque fois ça lui brise le cœur, il en devient quasiment fou. Et toutes ces petites sous-intrigues, ça m'a bien fait rire. J'adore, moi, ces trucs de quiproquo, genre le mari qui trompe sa femme, la femme qui rentre, il dit cache-toi vite dans le placard, il rentre dans la pièce, il trouve sa femme au lieu de son amante, il fait oh, il hurle, elle fait mais chérie, pourquoi il hurle tout, il fait non, en fait, c'est, enfin, ce côté un peu théâtral, j'aime bien. C'est les seuls côtés théâtre que j'aime bien au cinéma, parce que, enfin, vraiment une pièce de théâtre filmée un peu, bah, genre le dîner de con, j'ai un peu du mal avec ça. Mais voilà, c'est de l'humour british à n'en plus finir. Et bah, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est vraiment bien dosé. La musique est excellente dans ce film aussi. L'espèce de petite musique. À chaque fois, je pense à DreamWorks. Je sais pas si vous voyez la petite musique sur la petite Je vois animation. DreamWorks, mais. Le gars qui pêche là sur le croissant de lune. Ouais. Oui, bah voilà. Voilà. Fermez les yeux, on y est. Voilà. Bah, la fin du jingle là. Ça ressemble, ça me fait grave penser à la musique de il faut sauver le soldat Vanda, n'importe quoi. Oh, le jeu, le crossover des enfers. Il y a un poisson nommé Vanda, il faut sauver le soldat Vanda. Non mais j'ai bu de la colle là, c'est pas possible. Et voilà, du coup, c'est ça, je trouve que c'est un film qui sort un peu de l'ordinaire. C'est pas un genre de film qu'on a, enfin c'est le genre d'humour qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir. Et je trouve que ça a beaucoup de charme. Et Tu as perdu Benjamin. Je veux voir ce film. Et pareil, je trouve que bah, il fait pas vraiment 88 hein, comme film. Je trouve il fait plus vieux. Je sais pas si vous trouvez ou pas. Moi, je l'aurais bien vu genre fin 90, enfin mi-90, fin 90 un peu. Je sais pas Ah, si... plus vieux. Non, plus jeune du coup. Tu le vois plus récent. Oui, plus récent, pardon. Oui. Je le vois plus récent que 88 en fait. Enfin, tu vois, je me dis, c'est quand même marrant que nos 3 films soient sortis en 1988 et je trouve qu'ils ils sont vraiment différents à ce niveau-là. Tu vois, genre, tu compares. Non, mais faut que j'arrête. Un poisson nommé Vanda avec Maniac Cop, tu te dis, putain, ils sont sortis la même année, c'est un truc de fou, quoi. Et Je suis pas d'accord, mais ok. ok, bah super. C'est juste que c'est pas le même genre et pas le même budget. Ouais, je non, trouve mais c'est qu'il ça, mais- fleure les années 80, moi. Vraiment. Ah, je trouve qu'il fait plus Rien que par la 90, musique. ouais. Ah ouais. Ah, je sais pas. Mm. Mais écoute, de toute façon, là, je sais pas à qui c'est de parler. mais en tout Benjamin, cas, voilà, vas-y. Oui, donc un poisson nommé Vanda. A fish called Vanda en anglais. Et It's un ange, Vanda. et un ange dénommé Vanda en québécois. Voilà. Pourquoi ne pas traduire fish, mais on ne sait pas. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je connais ce titre de film depuis longtemps et je l'avais jamais vu. C'était donc la première fois. Mais un poisson de Vanda, j'ai toujours trouvé ça bizarre, un peu comme nom. Je me dis c'est un peu ridicule, c'est un peu. Et en fait, je pensais que c'était. Je me disais, vu que je sais que les Français ont des fois l'habitude de donner des noms un peu ridicules qui n'ont rien à voir avec le titre anglais. Je me suis dit, ils ont dû prendre des initiatives sur ce film, mais en fait, le titre original n'est pas du tout ça. En fait, si, ça, pour le coup, c'est littéralement la traduction du film. Et du coup, il y a une explication, bien sûr, dans le film. Et c'est un film que j'ai trouvé bien, mais sans plus, et c'est pour ça que j'ai mis un 5. Parce qu'il y a eu des trucs qui m'ont plu,
Mais en fait, c'est sur la longueur. Alors, je sais que ça ne m'étonne pas, Guillaume, te connaissant, que tu aimes ce genre de film. Mais en fait, tout ce que tu dis, là, je sais que tu apprécies ça par rapport à d'autres films que je sais que tu aimes et tout. Et du coup, c'est le genre de film que moi, j'affectionne pas forcément. Voilà, comme par exemple, enfin, je pense que tu faisais référence aux frères Zucker, des trucs comme ça, les As, ce genre de sketch, ce genre de film à sketch avec plein de gags. Enfin, c'est plus des gags que des sketchs. Mais voilà, ce genre de truc qui arrête pas. Ça a tendance un peu à m'épuiser en fait. Et du coup, là, il y a une bonne partie du film où il y a quelques gags qui me faisaient pas rire aux éclats, mais genre souffler du nez ou sourire, tu vois, franchement. Mais c'est sur la fin, quoi. Quand arrivé à la fin, il y avait un peu ce côté, ouais, trop. Mais pour moi, hein, c'est parce que c'est pas ce qui me fait le plus rire ou quoi. Mais voilà, j'ai un peu ce côté, moi, avec ce genre de film, c'est pour ça que ça me parle moins, qu'il y a ce côté blague pour la blague, en fait, et vraiment faites des blagues, faites des blagues, faites des blagues. Et en fait, du coup, c'est un peu le problème et l'avantage avec quand tu mets plein de blagues, c'est que bah, potentiellement, il y en a plein qui vont être bien, mais bah, il y en a aussi, voilà, c'est proportionnel, du coup, il y en a peut-être plein aussi qui vont être moins bien. Et du coup, moi, il y en a quand même pas mal qui m'ont fait sourire, et puis je suis d'accord avec le côté feel good movie, parce que voilà, c'est pas forcément des vannes ou quoi qui me faisaient beaucoup rire, mais il y a ce côté sourire, quoi. T'as le sourire quand tu regardes le film. Voilà, juste à la fin, il y a vraiment des trucs que je trouvais longs en fait. Je sais pas, comme ça, je pense notamment à quand le euh, quand Ken arrive avec le rouleau compresseur pour écraser Otto. Voilà, la scène dure 3 plombes. Donc évidemment, c'est la vanne parce que c'est le mec, enfin le mec est en danger, mais en fait le danger il arrive à littéralement 2 à l'heure. Et du coup, c'est le genre de trucs qui, moi, me font sourire sur les premières secondes du truc. Et après, quand tu vois que ça dure un quart d'heure, bon, ça ne me fait plus rire, quoi. Il y a d'autres trucs comme ça, là. Pareil, pareil quand Ken, à la fin, il y a un moment où il bégaye beaucoup, parce que c'est un bègue. Et du coup, il bégaye beaucoup quand il parle à l'avocat. Et c'est pareil, cette scène est interminable. Et vraiment, voilà. À la fin, le film m'a eu à l'usure, mais pas forcément dans le bon sens, quoi. J'étais un peu épuisé à la fin de toutes ces vannes et le côté rebondissement et tout, ça m'a pas forcément gêné parce que c'est ce qui est cool, c'est un des avantages du film, c'est que le film commence vraiment direct, quoi. Il perd pas son temps à instaurer une histoire pendant une demi-heure, quoi. Non, c'est genre la première scène, tu vois que qu'ils sont tous, voilà, ils sont tous en train de s'arnaquer les uns les autres et tout. Et du coup, rien que ça, le pitch, en fait, je trouve qu'il est cool, il est fun. Et d'ailleurs, il y a une réplique toute bête de justement Otto quand il ouvre le coffre avec Jamie Lee Curtis derrière, avec Jamie Lee Curtis justement qui lève son bras pour lui mettre, pour justement la sauver. Et c'est là que tu comprends. Ah oui, donc personne n'est de confiance sur ce groupe, c'est un truc de fou. Et du coup, et voilà, ils ouvrent le coffre, ils voient qu'il n'y a rien, et l'autre qui pète un plomb en disant mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde pour que les gens vous fassent confiance. Et du coup, voilà, après tu apprends que tout le film est basé sur le fait que personne se fait confiance parce que tout le monde se trahit. Et surtout, c'est lui voilà. qui dit ça, quoi. Mais ce qui est Oui, fou, c'est que tout le monde fait confiance à la personne la moins digne de confiance, c'est-à-dire Wanda. Oui, c'est ça. Mais voilà, du coup, j'ai quand même passé un bon moment, mais sur la fin, ouais, c'est un peu fatigant pour niveau rythme de vanne et tout. Et voilà. Donc, mais c'est pour ça, c'est un 5 sur 10. C'est pas un film qui va rester dans les annales, mais je dirais pas que je me suis fait chier, mais c'est surtout à la fin que ça tire un peu, quoi. Alors, pour ma part, sur le coup, quand j'ai regardé le film, quand j'ai fini le film, je me suis posé une grosse question. Je me suis dit, alors c'est vrai que j'ai commencé ces podcasts et les thèmes de mes podcasts et tout en proposant 2 films. Donc il y avait, comment ça s'appelle Society, que Braindead. t'as pas beaucoup aimé, Guillaume, je sais. Il y a eu ensuite en suivant Doberman, que t'as pas beaucoup aimé, Guillaume, et je me suis dit, il a voulu se venger. Et il m'a montré Poisson nommé Vanda. Et exprès pour que je le déteste en fait, parce que j'ai pas aimé du tout ce film. Alors je suis totalement d'accord, Benjamin, quand tu dis que les blagues s'étirent, mais c'est clairement un chewing-gum, mais créé par Willy Wonka, le machin, qui est étirable à l'infini. C'était le plus gros problème du film.
qu'est-ce que c'est long dès qu'il y a une vanne. Et le problème, c'est que quand tu dis vanne sur vanne, je suis pas trop d'accord avec toi. Tu vois, j'ai vu il y a pas longtemps, pour la première fois de ma vie, y a-t-il un flic pour sauver, non, y a-t-il un pilote dans l'avion? J'avais beaucoup aimé, il m'a fait beaucoup rire, mais parce que toutes les vannes, il n'y en a pas une seule qui se ressemble. C'est la surenchère de blagues. Là, le problème des vannes, c'est que c'est la même blague répétée à l'infini dans le film. C'est pendant tout le long le ciel mon mari. C'est exactement ça. Elle, il y a la seule chose à quoi elle sert, c'est attends, je vais manipuler les gens. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais jouer sur le fait que je sois sexy. Il y en a un, c'est oh, j'ai tué un chien. Oh, je tue un deuxième chien. Oh, je tue un troisième chien. C'est long. Et vous voyez, là, déjà, comment je le raconte, c'est long. Ben, c'est comme ça que je l'ai ressenti, moi. C'est tout le Après, long. tu Je le me racontes disais, pas mais super bien, mais non, mais bien sûr, je fais exprès, je caricature énormément, je caricature pour la blague, pour de vrai, hein, mais c'est vrai que tout le long, je me disais, mais qu'est-ce que c'est relou, qu'est-ce que c'est répétitif, c'est surtout ça en fait. J'ai trouvé le film ultra répétitif. Et c'est dommage parce que c'est le genre de film que je pourrais aimer. J'aime bien moi aussi les films avec les quiproquos, j'aime beaucoup les films avec les gens qui trahissent des gens, etc. Enfin, c'est-à-dire que sur le papier, le film aurait pu être complètement ma came, mais j'ai trouvé tellement répétitif dans tout, c'est que ça arrête pas de revenir entre l'appartement de l'avocat, puis l'appartement du bègue, et puis machin, et il se passe exactement les mêmes scènes à chaque fois. Et je me disais, mais oh là là, mais à quel moment ça s'arrête? Et finalement, quand ça s'arrête, c'est encore pire que tout, c'est-à-dire qu'ils savaient tellement pas comment finir, qu'ils sont partis dans l'absurde avec des cartons à la fin, genre, telle personne est devenue ça, et c'est complètement débile ce qui est écrit, c'est hyper absurde. Moi, Et c'est là, le genre je de fais, truc qui oh m'a là fait là. sourire, moi, ça. Le fait qu'il Oui, parte. mais c'est moi non. En fait, au bout d'un moment, ça faisait plus sourire. Je me disais, allez, c'est bon, allez, encore une surenchère. Mais bon, voilà, j'ai mis 4 sur 10 au film. J'ai trouvé ça. Donc j'exagère mes nerfs parce que pour non plus, c'est pas le pire film du monde. Et j'en ai vu des bien pires, des comédies ou quoi que ce soit. Mais il y a quelques moments qui sont intéressants. Moi, ma scène préférée, parce qu'elle m'a mis mal à l'aise pour de vrai, c'est pour ça que je l'ai aimé et que j'aime bien le malaise, c'est la scène des poissons. Quand il bouffe les poissons, j'étais pas bien. J'ai dit, ouais, non, là vraiment, moi aussi tu es en train de me torturer, mec, parce que c'est dégueulasse ce que tu es en train de faire, c'est hyper écœurant. J'avais envie de vomir pour lui. Il n'y a jamais un moment où il a un relent de bouffer autant de poissons crus et vivants. Et j'étais là, non, je suis pas bien du tout, s'il vous plaît, arrêtez. Mais sinon, à part ça, vraiment, je suis d'accord avec les personnages. Les acteurs sont tous sublimes. Ils sont tous très bons. J'adore l'humour british aussi. Et je trouve que les personnages sont tous très bien joués. Et vraiment, c'est pour ça que je rejette pas en bloc le film non plus pour certains trucs. Parce que, ouais, ils sont tous très bons et tout. Mais c'est juste que le scénario est relou, quoi. Et c'est juste ça. Je trouve le film lourd. Très bien. Bah, on va passer à ton film du coup. Non, je rebondis non, juste bah, sur le. en vrai, Par contre, la musique effleure les années 80 à 2000%, quoi. À chaque fois que j'entendais la musique, ce côté avec le saxophone et tout, enfin, pour moi, il y avait un gros côté hyper années 80, quoi. Ça, c'est. moi c'est le thème de Vanda en fait, auquel je pense surtout. Et c'est vrai que ça fait très. Moi ça me fait penser. Alors c'est ultra niche hein, comme ref, mais ça me fait penser à l'épisode des Simpsons quand Homer s'endort au volant et qu'il il s'imagine en train de rouler sur un lit et puis. Enfin, il se transforme, en fait, il s'est endormi au volant, il est juste en train de rêver, et puis il est sur un lit, il s'étire, et puis il passe devant la lune qui lui sourit et tout, alors qu'en fait, il est juste en train de rouler dans un champ de betteraves, tu vois. Et en fait, bah, ça me fait penser à la musique de ce moment-là, voilà, je sais pas pourquoi ça Ok. fait ça. Et du coup, aussi au jingle de DreamWorks, à la fin du jingle. D'ailleurs, la musique, c'est là que tu vois qu'il y a quelque chose de très cinématographique. C'est que c'est le seul moment où tu as de la musique, c'est quand elle rencontre l'avocat. Et à chaque fois qu'elle le revoit, la musique revient. Et donc, du coup, tu comprends qu'il y a quelque chose de spécial entre eux et que c'est avec lui, elle triche pas vraiment. Tu sens qu'elle aussi, elle a des sentiments pour lui et tout. Et c'est joué grâce à cette musique. C'est le seul qui a le droit à cette musique, en fait, lui. Le Et leitmotiv. moi j'aime bien les films qui parlent, à travers des effets techniques. C'est des choses qui me plaisent beaucoup. C'est un truc qui m'avait beaucoup marqué dans Pierrot le Fou. Il y a un moment, le mec qui se la pète un peu, Pierrot le Fou, donc de Godard. Et il y a un moment où la meuf elle doit s'échapper, elle doit se cacher. Et il y a la musique qui suit ses pas dès qu'elle essaie de se cacher. Et dès que quelqu'un se retourne, la musique se coupe. Et en fait, tu sens que le film est pour elle. Pendant tout le long, je me disais, c'est rigolo parce que la musique parle pour moi. Et en fait,
la musique se tait comme si la musique voulait que personne n'entende la meuf en fait, pour qu'elle puisse réellement se cacher. Et donc tu sentais que le film avançait pour l'aider en gros. Et j'aime bien ce genre de choses. Et pour moi, il y avait ce côté-là dans ce film-là, d'un petit peu intelligent quoi, de se dire tiens, la musique qui arrive et qui exprime l'amour qu'elle porte peut-être un petit peu pour l'avocat quand même. Alors peut-être pas l'amour, parce qu'elle est contente qu'il soit là, mais s'il est pas là, c'est pas grave. C'est plus comme ça qu'elle le voit, mais c'est pas celui qu'elle veut trahir vraiment. C'est-à-dire que s'il est là, ça va. Je vais pas le trahir, mais s'il est pas là, bah tant pis parce que je pense quand même plus à ma gueule quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est que à mon avis, tous les mecs, elle a aucun scrupule à les trahir, mais lui, elle se dit ouais, il est vraiment gentil et tout, donc ça, voilà, c'est ce qui la rend attachante aussi, tu vois, elle, c'est qu'elle a beau Mm. trahir tout le monde, tu te dis, bah elle est attachante, c'est marrant parce que c'est un peu genre Gabriel Solis, j'ai les pires rêves depuis tout à l'heure dans Desperate Non, ça va, Housewives. j'aime bien. Mais c'est un peu ça, tu vois. C'est la meuf qui se sert de son physique et tout, de son caractère pour s'attirer le bien, ce qui pourrait un peu la faire passer pour une connasse. Et au final, non, parce que enfin, ils arrivent à rendre ça attachant. Et c'est ça que j'aime bien, ouais, c'est tous les personnages. Mais Après, même ça, je tu peux vois, comprendre ce que vous dites, effectivement. la vanne enfin la vanne, le running gag plutôt du fait qu'elle soit complètement, elle n'y arrive plus à répondre d'elle-même dès qu'elle entend une langue étrangère. C'est rigolo et mignon au début, et c'est pareil, je trouve ça très lourd au bout de la 15e fois qu'ils le font, quoi. C'est. C'est marrant parce que Mais c'est comment tu décris le truc, ça me fait penser moi au Monty Python et c'est pour ça que j'ai du mal. Moi, je suis un grand fan du coup des As, hein, donc y a-t-il un flic, y a-t-il un Mhm. pilote, etc. Mais c'est vrai que je suis d'accord. Ce genre de film, ça peut pas durer plus d'1h15 limite, parce qu'après ça te pète le crâne, tu vois. Tu t'es pas fait pour engranger comme ça des vannes, des vannes, des vannes, des vannes. C'est ça que j'ai beaucoup aimé avec Y a-t-il un pilote dans l'avion et encore à la fin, je trouvais que ça tirait un peu. Et beaucoup de films Oui, de la c'est vrai. saga sont comme ça. Et Dieu sait que j'adore Y a-t-il un pilote dans l'avion, je le trouve incroyable. Mais les Monty Python, c'était un peu ça. Je trouvais qu'il y avait trop de blagues qui duraient trop longtemps. Genre dans Sacré Graal, là, quand ils arrivent devant le château là, des Français. Et puis bah, c'est John Cleese justement qui leur dit il y a un échange qui dure mais 40 minutes. Enfin non, pas 40 minutes hein, évidemment. Mais ça dure 3 plombes, t'en peux plus, et t'es là genre oh là là, et puis genre une incompréhension, genre vous voulez dire ça ou vous voulez dire ça? Et l'autre il fait non, non, je veux dire ça. Ah bon? Oh, il veut dire ça, je pense. Et t'es là genre de vos gueules, laissez-les rentrer, je vous en supplie. Mais c'est ça, c'est cet humour absurde aussi british, et je trouve, bon après, le problème c'est qu'il y a-t-il un flic pour sauver Vanda? Il y a plus rien. J'en peux plus. Oh là là. Il est en train de nous faire le Vanda cinématique univers. Et la Vendavision. C'est ça, bientôt on va découvrir que les deux sont liés, c'est la même personne en fait. Je sais même plus. Oui, c'est un Un film. poisson de Un poisson nommé Vanda, merci. C'est un film que je regardais quand j'étais petit, que j'ai découvert petit avec Créatures féroces dans le même genre, qui était pas mal aussi. Et du coup, il y a un peu cette nostalgie qui parle pour moi, mais je peux comprendre d'où ça vient. Après, je trouve que vous êtes un peu sévère. Je pense quand même que ça reste un bon film. Moi, je lui ai mis 8 parce que j'ai. Ah mais le film ça est vraiment. très apprécié. J'ai cherché sur internet, c'est la première chose que j'ai cherché. Je me suis dit non mais je me suis dit faut que je vois ce que les gens en pensent. Et c'est considéré comme un très très bon film. Il a de très bonnes notes, hein. Autant Il est par la réputé, presse que ouais. que par le public, hein. Je pense que c'est pas ma came tout simplement. Mais je vois que Ouais, je trouvais les que gens ont justement, tranché. C'est un bon film. hein, l'humour était bien dosé, je trouvais, tu vois, dans ce film, parce que c'était pas trop, ça te pétait pas le crâne, et en même temps, ça gardait ce charme un peu humour british, quoi. Donc c'est vrai Ouais, que t'as bien aimé, t'as D'ailleurs, regardé ça, les Monty Python ou pas? Genre La vie de Brian, J'en ai Sacré vu, Graal. j'ai vu La vie de Brian. Alors le vie de Brian j'aime bien. Mon préféré reste le sens film de à la vie. sketch, le Le sens de la sens vie. de la vie. Celui-là, c'est mon préféré parce que c'est un film à sketch. C'est pas un film d'1 heure et demie avec le même sujet. Du coup, le fait qu'il y ait plein de sketchs différents, même si je trouve toujours pareil, trop long. C'est-à-dire que les 2-3 premiers sketchs me font rire et après, au bout d'un moment, je commence à en avoir marre. Mais, euh, mais ouais, j'ai toujours ce problème avec les Monty Python, c'est la longueur. Euh, la vie de Brian, j'ai trouvé cool. Sacré Graal, je me suis fait chier. Ouais, j'ai eu Voilà. du mal avec Sacré Graal aussi, moi. Ouais, moi aussi, hein.
Mais d'ailleurs, c'est Bon, marrant voilà. parce que du coup, je ne connaissais pas grand-chose de ce film. Et en fait, je savais pas que c'était anglais. Et en fait, en regardant le film, j'ai dit putain, on dirait de l'humour anglais. Et du coup, je me suis dit, ça Mhm. m'étonnerait pas. Parce que vu que le film se passe à Londres, je savais pas, voilà, vu que c'est les Américains qui débarquent à Londres, je savais pas si le réal était américain ou s'il était anglais. Bah, c'est Et du là, coup, voilà, on a vraiment c'est senti la patte, moite-moite. Ouais, quoi, des Anglais. C'est Et complètement. ouais. moite-moite. C'est un film, je crois, Oui, oui, américano-britannique. Attends, faut que je regarde. c'est ça. Charles J'ai Crichton, je vu connais pas sur du tout. internet, ouais. Mais du coup, ouais, je sais pas, Charles Je sais Crichton. pas si le réal est anglais, mais Ah, les ouais, il est productions sont. britannique, ouais. Donc on va passer sur mon film maintenant. Alors on est vraiment parti sur trois films totalement différents parce qu'on a eu donc un bis horreur action, on a eu un film un peu Comédie. donc une comédie policière, j'ai envie de dire presque, c'est pas policière mais avec des gangsters et tout. Et moi je pars plutôt sur la comédie dramatique avec le mien. Un drame Euh, social. de quoi? Un drame social, parce que ça Oui, un parle drame de la social, oui, c'est société. plutôt drame social, oui, c'est ça. Donc pourquoi j'ai choisi ce film? Alors moi, c'est au hasard, j'ai cherché ce qui est sorti en 1988, je n'avais aucune idée et aucune connaissance de ce film, je ne connaissais même pas son existence. Et quand j'ai vu qu'il était réalisé par Sidney Lumet, qui a réalisé un de mes films préférés, donc 12 hommes en colère, j'ai pas vu beaucoup de films de Sidney Lumet, de toute façon, j'en ai vu deux, celui-là et 12 hommes en colère. Et donc je me suis dit, oh, bah, pourquoi pas. Je vais prendre un film vraiment au pif, ça va être une énorme découverte et on va voir ce que ça donne. C'est un film donc qui parle d'un sujet hyper intéressant. Le pitch de base est super intéressant. C'est-à-dire l'idée de... Donc c'est un couple qui a fait un attentat, mais un attentat, pas un attentat méchant, un attentat qui pour eux était quelque chose pour la paix, c'est-à-dire on va faire péter une usine de napalm, mais on va faire en sorte qu'il n'y ait personne dedans. Malheureusement, il y avait un mec qui était là, il n'aurait pas dû être là, et donc le mec, bon, il n'est pas mort, mais c'est comme s'il l'était, hein, pour de vrai. Mais donc du coup, ces mecs-là se font poursuivre par le FBI et eux, plutôt que de se rendre, ils se disent, mais j'ai pas envie en fait de me rendre, c'est pas normal. J'ai envie de vivre ma vie et ils vont vivre leur vie, ils vont faire deux enfants, deux garçons. Et nous, le film commence déjà 18 ans après qu'il se soit passé tout ça. Alors c'est pas 18 ans, je sais pas quel âge il a, River Phoenix dans le film, je me rappelle plus, 16 ans 17. peut-être, plutôt Ouais, je 16 crois. ans. 16 Ouais, ou 16, 17, 17 ouais. ans. Ouais, et donc ça commence avec un. Ben, j'aime bien comment ça commence, c'est-à-dire que le principe commence avec une nouvelle vie. C'est-à-dire que il y a River Phoenix arrive, il voit que les FBI est à leur poursuite, tu sais pas trop pourquoi, il s'échappe et il y a une explication quand ils sont en train de changer d'identité. Il y a tout est mis sur la table. On lit les morceaux de journaux, comme ça les enfants ils font genre ils découvrent. Nous, en tant que spectateurs, on découvre ce qui se passe, on comprend l'histoire et on voit cette nouvelle vie et comment ben, un adolescent va commencer à se dire mais moi est-ce que c'est pourquoi je suis dans cette vie-là en fait parce que je commence à vouloir vivre ma vie, je commence à tomber amoureux, je me mets sur le piano et on me dit que je suis super bon et j'ai envie de commencer à m'émanciper et partir de tout ça et c'est un putain de beau film en fait. Au début j'étais pas sûr, je trouvais le film très bon, sympa, et plus le film avançait, ça m'a fait le contraire presque des autres films. C'est-à-dire que là, plus le film avançait, plus j'étais pris dedans et plus j'étais touché. J'ai été pris dans cette famille déjà parce que la famille est tellement mignonne et tellement belle, m'a fait beaucoup fait penser à la famille de Captain Fantastic. Ce côté où tout le monde s'aime énormément et ils sont tous à part, mais en même temps ils s'aiment énormément. Moi, la scène de danse de l'anniversaire, j'ai été touché, j'avais une petite larme à l'œil jusqu'à la fin, vraiment. Mais et plus le film avançait, plus j'étais touché par le film. Et je me disais, mais c'est tellement beau. Et j'ai même été pris, donc faut savoir qu'à la fin, bien sûr, il le laisse s'émanciper. La mère, depuis le début, elle le dit. Quand lui, il dit ben, je commence à vouloir vivre ma vie, elle dit ben, franchement, pourquoi, franchement, clairement, elle va voir son mari et elle dit écoute, il veut vivre sa vie, on se rend, on n'a plus rien à foutre. Et lui, il dit oh, non, on fait pas ça, attends, clairement pas. On a travaillé pour que ça se passe comme ça, on fait pas tout ça. Et du coup, comme il commence à être hyper directif, le père, tu y crois. Je trouve que tu y crois. Enfin, moi, en tout cas, j'y ai cru qu'il serait directif jusqu'à la fin. Et à la fin, en fait, quand il lui dit mais pas ton vélo dans le van, c'est bon, file, j'étais là, oh là là, et je me suis mis à pleurer comme une grosse merde. J'avais des larmes qui coulaient sur mes joues, je disais ok, c'est beaucoup trop beau comme film. Il lui fait un petit au revoir en tournant autour de lui avec sa bagnole et il part. J'ai encore les larmes aux yeux juste en parlant. Euh, Sidney Lumet déjà m'avait beaucoup profondément touché avec l'humanité des personnages et la direction d'acteur qu'il avait donnée dans 12 hommes en colère, et il me prouve encore que c'est en ça qu'il est très fort.
c'est de parler d'une histoire simple et d'en faire quelque chose de tellement beau et d'humain. Et c'est un film humaniste, c'est clairement ça. C'est que tout le long, j'étais touché comme je peux être touché devant un film comme Elephant Man ou quoi que ce soit. C'est de l'humanité à n'en plus finir. Pendant tout le long, tu fais mais quelle beauté. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir des gens aussi gentils, aussi touchants, etc. Ça m'a bouleversé en fait. Je pense que c'est un très gros 8 pour moi. Et j'étais vraiment à la limite du 9 avec le nombre de larmes que j'ai que j'ai coulé. Avec du recul, je pense que je suis sur un très gros 8. Mais voilà, c'est un film que j'ai trouvé vraiment extrêmement magnifique et je suis ravi de l'avoir vu et je l'ai conseillé très vite à ma mère et je pense que c'est le genre de film que je conseillerais à des gens en général en leur disant vous pouvez pas passer un mauvais moment, en tout cas pour moi. On va peut-être voir avec vous du coup si c'est possible de passer un mauvais moment devant ce film. Benjamin. Ouais, je rebondis d'abord sur ce que tu disais sur le côté humaniste du film. Et en fait, il y a pas c'est le genre de film où il n'y a pas vraiment de méchants. Il y a des gens qui sont plus ou moins sympathiques que d'autres. Genre là, c'est vrai que le père est un peu montré comme un gars plus sévère, mais c'est juste de la sévérité, quoi. Tu sens qu'en fait, il les aime, ses gosses, il aime sa famille et tout. Tu sens que il est juste un peu moins pédagogue, mais t'as pas de grands méchants, t'as pas de cons, t'as pas de connards, enfin t'as pas des gens C'est-à-dire qui que vont même faire chier. même le père de sa fille, de la meuf, tu peux Oui, t'attendre à ce qu'ils soient un peu cons et en fait non, ouais, il est pas con du tout non ouais, plus. ouais, Enfin, ouais. Et d'ailleurs, enfin, moi, bon, avant de continuer, c'est pareil, un gros 8 voire un 9, hein, parce que franchement, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc, franchement, c'est le genre de film où je sais pas forcément dire qu'il y a des défauts ou qu'il y a des ventres mous. Ou que... Alors, c'est pas un film d'action dans le sens où le rythme n'est pas effréné. Mais en fait, il se passe assez de trucs entre les personnages pour que bah, tu t'ennuies pas. Enfin, moi, j'étais à fond dedans. Et puis voilà, enfin, l'histoire est super prenante, originale, comme tu disais. Et d'ailleurs, pareil, je connaissais pas ce film du tout non plus. À part voilà, River Phoenix et Sidney Lumet aussi, que j'ai pas vu non plus beaucoup de films de Sidney Lumet, mais pareil, le père, c'est le genre d'acteur que je connais de vue, mais que je sais pas forcément mettre un nom dessus. Et d'ailleurs, et je ça sais m'a fait toujours pareil, pas. j'ai cherché sur internet et en fait j'avais vu aucun film avec lui et ça m'avait étonné. Ouais, Je me genre suis dit mais j'ai déjà c'est vu, sûrement mais dans des seconds rôles ou Est-ce que des c'est le rôles mec tertiaires de... peut-être. Je crois que je l'ai vu, mais c'est chaud parce que je crois que c'est vraiment un acteur qui a une grosse filmographie. Et moi, je crois que je l'avais vu. C'était le père de Jeff Goldblum dans Independence Day, un truc comme ça. ok. Et, Ah ouais, il y a un ou délire comme Independence ça Day peut-être. 2, Ouais. je crois. Non, Ouais. le premier aussi, je crois. Enfin, je sais plus. Voilà. Ouais. Mais J'avais oublié l'existence d'un Independence Day 2 en fait, C'est je le sais normal. même pas. Ok. C'est- mais ouais, non, vraiment, j'étais à fond dedans. Et ouais, alors, il y a justement des bons acteurs, même s'ils sont pas tous connus. Encore une fois, là, je souligne aussi le fait que bah, tu peux avoir des acteurs qui sont bons de base. Mais là, je pense qu'il y a quand même derrière un réal qui sait gérer, qui sait diriger ses acteurs. Et parce que tu parlais du père de la fille, hein, donc le grand-père au final de River Phoenix, que tu vois dans une seule scène. Et même lui, en fait, pendant toute la scène, bah, son rôle, c'est de montrer aucune émotion. Et Oui, c'est là que tu te putain, dis, mais grave. c'est là que tu te dis, être bon acteur, c'est pas forcément montrer les émotions, c'est aussi le fait de en montrer zéro, c'est aussi une performance. Et il le fait super bien. Et pour au final montrer que bah, il sait quand même monter les émotions, puisqu'il finit la scène avec les larmes aux En yeux. pleurs et alors moi j'étais Ouais, ouais. pareil. Et du coup, je me suis dit, putain, mais c'est pareil, c'est le genre de perso où tu sens qu'il est dur, mais tu sens que c'est pas qu'il aime pas sa fille ou quoi, tu vois. Évidemment, tu sens qu'il y gère moyen et tout, mais tu sens qu'il y a quand même du cœur, tu vois. En fait, tous les personnages ont des cœurs, même avec la fille du prof de musique, du coup, qui râle un peu après ses parents et tout, tu sais, mais tu sens que ça tombe pas dans le truc hardcore, genre, elle a des parents qui la battent et tout, tu vois. Non, c'est juste une ado qui en a marre de ses Et parents, tu vois. d'ailleurs, j'étais trop ravi de trouver cette actrice. Pour moi, c'est dans les Goonies qu'elle est. Et du coup, de la voir dans autre Ah. chose, ça m'a fait du bien. J'étais trop content. Voilà. Putain, c'est là-dedans que je l'ai vu, c'est dans les Goonies. Oh là là. Et oui.
Ouais, j'étais là, mais attends, Et mais c'est j'étais qui j'étais cette meuf, amoureux là, d'elle, quoi. moi, quand j'étais petit. Donc, Non, je suis en train de regarder la filmographie donc de Judd Hirsch, qui joue donc le père. Et donc, il joue dans le premier Independence Day. waouh, Voilà. trop fort, Guillaume. Ouais. Ah, c'est- Et il joue dans le 2 aussi, du coup. Oui. Et alors, il joue aussi dans The Fabelmans. Et du coup, je sais plus qui c'est dans The Fabelmans. Ouais, bref. Non, mais sinon, c'était un bon film. C'était un très beau film. Encore une fois, je j'ai pas forcément grand chose à dire de plus, à part que tout va bien, quoi. Et oui, pareil, pour continuer sur les acteurs, bah, River Phoenix, encore une fois, je l'avais déjà vu. Bah, je crois que le dernier film que j'ai vu, justement, il y a pas longtemps non plus, c'était. Celui où il est encore plus jeune, avec les gosses là, qui partent chercher un cadavre. Stand By Me. Stand By Me, où il joue dedans, où il est encore plus jeune, et tu sens que déjà il y a du potentiel. Et voilà, c'est dommage. Ah, moi, parce que, je n'avais jamais vu River Phoenix. En fait, jamais vu aucun film avec lui. C'est mon tout premier. T'as jamais Et, vu Indiana Jones, c'est la dernière croisade, mec? ouais, parce que c'est Alors, c'est le. si, sûrement, mais il y a Ouais, ouais. longtemps. Voilà, mais c'est le petit. C'est le C'est le petit flashback. Indiana Jones. Ouais. Bah, c'est la scène d'intro. Quand il. Ok. En scout, là, avec le lion et tout, non? Ça te parle pas? Ouais. Non, ça me dit rien du tout, non. Eh ben, nickel. Ouais, Mais non, mais du coup, euh, j'étais content de le rencontrer, enfin de découvrir son jeu d'acteur dans ce film-là. De le rencontrer. c'est trop tard. J'étais content de le rencontrer. Fait- Crois-moi, t'as pas envie de le rencontrer. Pas tout de suite, du moins. Ouais, c'est ça. Laissez-moi encore un peu de temps. Non, Mais, mais lui, c'est pareil. Enfin, enfin, il y a plein de scènes où il est triste et il est paniqué. Enfin, et tu sens il est au bout de sa vie. Et il le fait super bien, quoi. Enfin, même à la fin, quand il dit au revoir à sa copine, c'est juste atroce, tu vois. Tu dis, c'est Ouais. juste un petit couple d'ados qui se sont rencontrés, genre, il y a quelques semaines, et pourtant, quand ils se quittent, ça t'arrache le cœur, c'est horrible. Et oui, évidemment, la scène de fin où. Alors, moi, je m'y attendais. Je me disais, vu comment le film amène le truc, je m'attendais un peu à une happy end et je voyais mal le film se finir avec tout le monde qui part et tout le monde est triste et lui y compris, tu vois. Je sentais qu'il y aurait. Donc voilà. Mais voilà, ça reste quand même, même si je m'y attendais, ça reste très touchant. Et pareil, le fait qu'il pleure et tout, voilà, c'était un bon acteur. Bon, maintenant, on a le frère qui est un tout aussi bon acteur, mais c'est dommage qu'il soit parti si tôt. Mais voilà, je vais peut-être rebondir sur ce que dit Guillaume, mais c'était une Donc, très belle vas-y, découverte Guillaume. et une très bonne surprise. Voilà. C'est ça, complètement. C'est cool de découvrir des films à 100% comme ça. Bah alors moi j'ai détesté, j'ai passé un très mauvais moment. Bah du coup c'était la première fois que je voyais un vrai film avec River Phoenix, parce qu'Indiana Jones ouais, ça compte pas beaucoup, il a une scène de 10 minutes max dans le film, ce qui est pas mal hein, déjà, mais là c'est vrai que bon, c'est quand même un sacré rôle qu'il a eu. Je suis d'accord avec vous, mais en revanche j'ai pas été autant touché par le film que vous. J'ai quand même gardé une certaine distance et je me suis un peu ennuyé par moments. Je trouve l'histoire cool, c'est intéressant, c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir. Effectivement, je trouve que le gros point fort du film, c'est la relation les relations qu'entretiennent les personnages. Je trouve que la famille, ouais, elle est assez soudée. Je te rejoins, ça ressemble beaucoup à Captain Fantastic. Euh, pour le coup, je m'étais vraiment fait chier devant Captain Fantastic aussi, mais Ah ouais? eh oui, Sérieux? désolé. Ouais, franchement, ouais, Ouais. je m'étais un peu ennuyé devant. Je m'étais pas vraiment fait chier, mais au bout d'un moment, je m'étais vraiment ennuyé. Notamment la scène où il brûle le corps de la mère, là, tu sais, où il chante Ouais. et il danse autour, là, j'en pouvais plus. Mais je rebondis sur Captain Fantastic parce que même, alors certes au niveau de la famille ça m'y a fait penser, mais même dans le côté, j'ai un problème de caméra, même dans le côté famille, famille un peu rebelle, mais genre qui a ses propres codes et qui suit pas forcément un truc Mhm. normal de la société. Complètement, ouais. Ça m'a fait penser aussi à ça dans le sens où voilà, bon là c'est une famille de fugitifs du coup qui passe son temps à changer d'identité et qui doit s'adapter à ça, à son propre microcosme en gros, à son propre fonctionnement. Et voilà, même ça m'a fait penser à Captain Fantastic où c'est pareil, l'histoire d'une famille qui vit à côté de notre société
avec son propre fonctionnement à elle, quoi. Et bah, ouais, je suis d'accord, c'est ça. C'est cette vie un peu parallèle. Tu le croises dans la vie de tous les jours, tu te dis que tout, enfin, c'est normal et tout, mais effectivement, il y a ce côté-là un peu, ouais, comme Captain Fantastic en fait. Et le truc, alors désolé, hein, mais moi, j'ai qu'une seule référence, c'est ça. Euh, Moi, le scénario, ça m'a beaucoup fait penser aux Simpsons en fait. Parce que Après, les Simpsons l'ont tout fait. C'est ça la Oui, blague. De toute oui, façon, de donc toute à façon, partir oui. du moment, Et puis, de normalement, toute façon- tout est passé dans les Et puis, Simpsons. enfin, c'est pas eux qui Il sont nous inspirés manque des Simpsons. la ref à... Il nous manque la ref à Desperate Housewives, et puis on est bon, Guillaume. Ouais, et puis à Karim Debache aussi, hein, attention. Oui, c'est vrai. Il faut l'éternel ref à Karim Debache. Mais du coup, oui, je sais plus ce que je disais. Oui, de toute façon, c'est ça. Il est sorti en 88. Les Simpsons, ça a commencé en 87. Donc, c'est clairement. Je pense que c'est peut-être même inspiré de ça. Parce que je sais pas si vous connaissez un peu le lore des Simpsons, mais la mère d'Homer, si elle l'a abandonné quand il était petit, c'est qu'elle faisait partie d'un groupe quand elle était jeune je sais pas comment on dit. C'est là dans le film, c'est Ouais, le front de d'activistes. libération. Voilà, et qu'elle a elle a détruit avec des antibiotiques un laboratoire de culture de microbes tenu bien évidemment par Monsieur Burns. Et en fait, en sortant, Monsieur Burns était là, et puis en sortant tous, en fuyant l'immeuble, ils lui ont marché dessus, voilà, enfin, c'est par terre, et puis en fait, elle s'est fait gauler. Elle a été reconnue par Monsieur Burns, et du coup, elle est fugitive depuis tout ce temps. Tant d'années, c'est pour ça qu'elle a dû abandonner sa famille, donc c'est marrant parce que ça m'a un peu fait penser à ça. Voilà, c'était le petit. Carrément. Petit truc. Tu viens de nous donner une facette des Simpsons beaucoup trop déprimante, là. Je savais pas ça, je savais pas cette information. Et vous regardez les premières. Désolé, petite digression, mais vous regardez les premières saisons des Simpsons, c'est à se flinguer. Hein. Il y a quand même un épisode où Homer, il va pour se suicider. Hein. Il a une corde autour du cou, attaché à un caillou, et il va il va se jeter dans le lac. Hein. C'est vraiment. Enfin, c'est chaud, quoi. Mais bref, pour revenir à bout de course, j'ai quand même. En fait, j'ai pas passé un super bon moment. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis quand même un peu ennuyé. Et surtout, le film, il est badant, quoi. Il est badant, il est un peu déprimant. Et j'ai un peu du mal avec les. Moi, je le trouve pas déprimant. Au contraire, moi. Je trouve qu'à chaque fois, il en ressort que du bon. Ah, je sais pas. Je sais pas. Ça me fait de la peine un peu, je trouve, ce genre de film. Et alors, c'est vrai que River Phoenix, il joue incroyablement bien. Son évolution, elle est très cool. Tu sens qu'il veut vraiment se libérer de ça. Il veut avoir une vie normale, en fait. Il veut juste avoir une vie normale, le virtuose du piano, la rencontre avec sa copine, là. Le problème, c'est que je suis d'accord, je voyais le happy ending arriver gros comme une maison. Pour moi, ça pouvait difficilement se finir autrement que on se casse et on oublie tout le film. Voilà. Oui, c'est ça. Pour moi, ça me paraissait assez improbable qu'il se barre avec sa famille. Ouais, moi j'ai mis 7. C'est un bon film. C'est cool. Après, je suis pas sûr que c'en serait un que je reverrai. Mais je pense que c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce que moi j'ai une réaction qui m'a pas trop plu face au film, mais je suis capable de reconnaître qu'il est bon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, totalement. C'est juste que l'émotion dans laquelle il m'a plongé, j'ai pas été vraiment fan. Et en fait, c'est un film un peu déprimant parce qu'il se passe pas grand chose. Il se passe pas grand chose, c'est juste une espèce de moment de vie un peu capturé, mais enfin, je sais pas, ça. Moi j'aime bien justement. Moi, j'aime pas c'est trop le genre de choses quand c'est bien fait, je suis pris dans le film et moi là c'était bien fait. Donc mais tu c'est vois, vrai que ça un m'a de mes pris films dans préférés, c'est Once Upon a Time in Hollywood. Va me raconter le scénario de ce film. Va me raconter ce qui se passe dans ce film. J'avoue là c'est. Mais c'est surtout que c'est une tranche de vie. Il se passe rien. Ou alors faudrait s'attarder sur chacun des détails du film. Mais là, je sais pas, ça m'a. Il y a un côté un peu lent et pas contemplatif non plus, mais qui m'a un peu fait bader. Et j'ai pas passé un super bon moment. J'étais un peu soulagé quand le film s'est arrêté. Mais c'est vrai qu'il est bon, quoi, parce qu'il m'a mis dans cet état-là, le film. Et après, c'est un peu particulier, ce genre de film où il n'y a pas un système de narration justement classique avec des rebondissements et tout, avec un vrai fil, un vrai scénario.
Là, c'est oui, comme il y a ce côté tranche de vie. C'est juste, bah, on te montre une famille, on te donne le contexte et on va suivre cette famille pendant un moment, quoi. Mais voilà, il y a pas forcément de truc où à la fin il y a un dénouement ou quoi. Voilà, bon, là, il y a juste l'histoire du gosse, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est comme dit Mick, moi j'accroche pas toujours à ces films-là qui, des fois, justement, me manquent. Enfin, des fois, il y a ce truc où tu te dis, mais où va le film en fait? Parce que on sent que certains le maîtrisent pas forcément. Et du coup, il y a ce côté un peu, des fois, on sait pas où va le film, ou on sait pas ce qu'il te montre, on sait pas pourquoi il te montre ce qu'il te montre. Mais là, pour le coup, ouais, ça a bien matché sur moi et ça a bien marché. Ouais. Et ben super. Bon, ben, on a eu quand même 3 films vraiment, comme on disait, totalement. Alors, si, juste par rapport aux années 80, ce film-là, c'est le genre de film qui pourrait sortir n'importe quand. Je trouve que ça, c'est pareil en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez qu'il fleure les années 80? Je trouve pas, moi. Il le fleure parce qu'il y a les tenues, il y a les décors, Oui. tous ces trucs-là en fait. Mais je suis Ouais, d'accord peut-être, avec ouais. toi, dans la substance vive, non, c'est pas pour rien si ça m'a fait penser à Captain Fantastic, c'est que j'ai l'impression de Mhm. regarder un peu le même film en fait. C'est le genre, ouais, c'est ça, c'est Après, le genre de film qui traverse les époques Bah, c'est un sans peu aucun intemporel, problème, ouais, je trouve. forcément, parce que Ouais. il y a pas, c'est pas daté si tu veux. Tu regardes, je sais Mhm. pas, un poisson nommé Vanda, aujourd'hui avec toutes les caméras qu'il y a dans Londres, laisse tomber, hein, ils font pas 5 mètres sans se faire arrêter, tu vois, c'est le genre de truc un peu con, c'est pas ce genre de détail, mais c'est. Là, forcément, vu que c'est l'évolution de quelqu'un dans. Enfin, vu que c'est une évolution de personnage, tu peux foutre ça n'importe quand. Évidemment, si c'est des gars qui se battent pour survivre dans la forêt, si ça se passe en moins 3000 avant Jésus-Christ, forcément, oui, là, ça va être différent d'aujourd'hui. le côté, moi, qui me donne un indice du temps, c'est le côté où il parle de la guerre pendant tout le truc, c'est genre pour lutter contre la guerre. Et là, on sent que Oui, c'est vrai. c'était la période Oui, c'est vrai. de la guerre du Vietnam, du coup, parce que c'était quand ils étaient plus jeunes. Donc voilà, il parle du napalm et tout, enfin, c'est un truc qui est réputé, enfin, le napalm pour la guerre du Vietnam et tout. Et du coup, voilà, il y a ce côté-là où moi, je sais que voilà, dès qu'il parle de ouais, on voulait lutter, on était jeunes, on voulait lutter contre la guerre, bon, ben voilà, tu sais que c'est la guerre du Vietnam, et du coup, Bien ça te sûr, donne oui. un indice. Mais bah, après, tu peux faire ça avec plein d'autres guerres, hein, de l'autre côté. Malheureusement, il y en a encore des guerres. Donc, Ah, c'est beau ouais. ce que tu dis, Benjamin. Ouais. Putain, c'est vraiment profond. Hein, Prix putain. Nobel de la paix pour Ouais, Benjamin c'est- Burch. putain, ça fait tellement chier. Il y a encore des guerres, merde. je propose Vous qu'on vous rendez s'arrête là compte? parce que je pense avoir tout dit. Complètement. Alors, c'était vraiment un très bon thème, parce qu'on a réussi à faire 3 films vraiment différents. C'est toujours très agréable et j'ai encore passé un super moment, comme à chaque fois. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Euh, on va partir sur le thème que je vous propose. On refait une boucle. Ça revient à mon tour pour la 3e fois, donc. Et mon prochain thème, ça sera narration non linéaire. Donc un film qui est raconté dans tous les sens ou dans un autre sens que dans l'ordre chronologique. Il ne faut pas qu'il soit raconté d'un point A à un point B. Alors ça peut être à travers des flashbacks, à travers... alors je sais que vous avez déjà 1000 films qui vous traversent l'esprit, des films qui ne sont pas racontés dans l'ordre. Mais voilà, ça sera narration non linéaire. Et j'espère qu'on va trouver... enfin moi j'ai déjà mon film, mais j'espère que vous allez trouver des super films. Bon, on risque de se creuser un peu la cervelle avec, avec ce thème-là. Ouais. Voilà. Effectivement, oui. J'ai- Est-ce que vous aimez ça déjà? Ça peut, ouais. Il Là, peut y j'en avoir ai de un. tout. Il peut y avoir Ouais. de tout. Moi, j'en ai quelques-uns qui me viennent à l'esprit. Enfin, je prends un exemple comme ça, mais je vais prendre justement un truc un peu à part. Mais enfin, en film très culte, on peut avoir un truc comme Pulp Fiction. Bah, Euh, toute la filmographie de Tarantino, c'est ça. Hein, c'est que de la oui, narration aussi, non linéaire. totalement, Ouais. exactement. Après, il y a des films aussi comme des comédies, tout simplement, qui sont foutus comme ça, comme 500 jours ensemble. Voilà, vous avez plein de comédies Ouais. romantiques, du coup. Mais voilà, il y a plein de choses on peut vraiment partir aussi, je pense, dans tous les genres avec Ouais. ce thème-là. Moi, j'avoue que c'est un truc qui me fait peur, la narration non linéaire, parce que c'est un truc qui m'énerve. Moi, les flashbacks dans les films, c'est un truc qui me rend fou. Je vois T'inquiète pas, une action, J'ai je pris- veux voir la je suite. voulais, tu je vois. voulais revenir à la substantieuse moelle du genre de film qui vous D'accord, agace. très bien. Donc Parfait, le film que très je vais bien. vous proposer va vous énerver normalement. Je vais quitter le podcast, c'est bon. Allez, ça y est, tu m'as décidé. Non, Ok, moi, ok. j'ai mon idée que vous avez peut-être vue, mais d'un autre côté, j'ai pas tant d'idées de films, j'ai pas tant d'exemples qui me viennent à l'esprit, donc c'est pour ça que ça sera peut-être limité de mon côté au niveau des choix. Bah déjà, tu chercheras sur internet, tu verras peut-être ce qui pourra te Ouais. plaire. Mm. Bon,
Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée à tout le monde. Et merci pour votre écoute. Et merci Guillaume. Et merci Benjamin. Merci à toi. Merci à bientôt. toi, Mickaël. Ciao, Ciao, les gars. bye bye. À bientôt. Bye Ciao. bye.